Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à cette rubrique, à cette émission intégrale. À travers une lettre adressée aux bâtonniers de l'Ordre des avocats en Conseil de l'Ordre, bien entendu, les avocats du Bénin demandent la convocation d'une assemblée générale extraordinaire sur la Criette. Et je vous donne rapidement lecture donc de cette lettre. Je lis: objet, convocation d'une assemblée générale extraordinaire sur la Criette. Monsieur le bâtonnier, les signataires de la présente salam du silence gardé par l'ordre depuis qu'a été annoncé la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, en abrégé CRIET, parce que institué pour défendre et porter la voix du justiciable, l'avocat est forcément sensible à tout ce qui limite ou empêche la défense du citoyen. Nous pensons, comme beaucoup d'autres avant nous, et bien malheureusement avant notre ordre, qui tarde à l'expliquer que la Criette refuse de façon criade la pleine défense de toute personne poursuivi devant elle. Il est évident que cette juridiction d'exception, dans tous les sens du terme, se révèle un dangereux recul pour notre pays par rapport au standard universel reconnu du procès équitable. Tout avocat doit le penser. Et sur les moyens à opposer à la prospérité de cette institution inacceptable, nous appelons de tous nos voeux la convocation urgente d'une assemblée générale extraordinaire. Il devra en découler que nous sommes dans le juste et vrai, ou alors pas. Nous vous restons, monsieur le bâtonnier, à vous et à tous les membres du Conseil, bien respectueusement dévoués. Voilà le contenu de la lettre. Alphonse Moïse Soudé, voilà la lettre adressée par une dizaine d'avocats aux bâtonniers ou aux bâtonniers de l'Ordre des avocats. Ces derniers demandent la convocation d'une assemblée générale extraordinaire sur la Criette. Finalement, même dans la maison justice, tout porte à croire que les avocats, les sachants, fustigent les prérogatives de cette cour spéciale. Non, vous savez, depuis que la loi a été votée par le Parlement, c'est maintenant qu'on est en train de mettre en pratique, on est en train de prouver cette loi, et au fur et à mesure du temps, on constate les différentes failles qu'il y a au niveau de cette loi. C'est normal que les sachants, parce que je le dis toujours, n'est pas juriste qui veut, ne parle pas de droit qui veut, il faut maîtriser le labyrinthe du droit pour en parler. Et là, les spécialistes, parce que quand on dit refus criard de la défense de la personne qui se présente devant la Criette, ça pose problème. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, on demande aux avocats de ne pas pouvoir défendre le client. Donc, c'est normal que les spécialistes demandent à leur hiérarchie de pouvoir ouvrir le débat sur la Criette, parce que l'Assemblée générale extraordinaire sur la Criette, c'est dire ouvrir les débats, partager les expériences, peut-être faire des amendements à propos de la loi, parce que la loi, elle peut être améliorée. On est en train d'expérimenter quelque chose qui, au fil du temps, montre les failles. Donc, il faudrait que les spécialistes du droit, quel que soit leur domaine, se réunissent. Voilà, c'est les avocats. Je crois que hier, un spécialiste dimanche était passé pour dire qu'il faut, ça veut dire quoi, les intellectuels, les sachants, tous ceux qui, quand même, ont des choses à dire, c'est le moment de la réflexion pour que nous puissions corriger cette loi qui a été votée à la va-vite au niveau de l'Assemblée nationale. C'est l'heure de la réflexion, Nelly Dodino, c'est ce qu'a dit Alphonse Moïse Soudé. Ils ont donc adressé une lettre aux bâtonniers de l'Ordre des avocats. Ils disent qu'ils s'alarment du silence gardé par l'organe depuis l'annonce de la création de cette juridiction spéciale. Et je me demande, face à la loi, qu'est-ce que l'Ordre des avocats devrait faire? Oui, face à la loi, qu'est-ce que l'Ordre peut faire? Mais il n'y a pas l'application de la loi sans magistrat. Il n'y a pas la défense des textes de loi sans les praticiens de droit qui sont les avocats. Quand vous parlez du droit, vous parlez de ceux qui l'appliquent, ceux qui sont des professionnels du droit. Et nous sommes avec des avocats qui sont une corporation dont le rôle primordial est la défense de leurs clients.
Le rôle de l'avocat, c'est de défendre son client grâce aux dispositifs juridiques mis à cette disposition par le Parlement, les lois, les codes et consorts, devant des magistrats qui sont appelés à appliquer la loi en se basant sur ces mêmes tests. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire tout simplement? Les députés, dans leur coin, votent les lois, établissent les codes, mais ceux qui sont chargés de les appliquer, ce sont les magistrats. Et ceux qui sont appelés à les justifier ou à les exhiber, ce sont les avocats. Donc, après ceux qui votent, il y a ceux qui l'appliquent et ceux qui les exercent. Et donc, quand vous êtes avocat et que vous avez un client, donc tout de suite devant dans une procédure, on sait déjà la fin. C'est-à-dire que nous sommes en train d'aller vers une situation dans laquelle l'avocat n'a plus forcément son rôle. C'est comme si le métier d'avocat va finir par disparaître quand on refuse à un avocat de se constituer pour son client, quand on refuse à un avocat de représenter son client. Donc, ce métier, il y a un problème. Et l'ordre des avocats ne peut pas garder silence sur ce dossier-là. Et quand vous voyez ceux qui ont écrit ces lettres, vous verrez la plupart des avocats dont les noms sont cités, il y a 2 bâtonniers, sont des universitaires, c'est-à-dire ceux qui ont fait du droit, qui l'ont enseigné à ceux qui aujourd'hui sont magistrats et l'appliquent. Donc c'est leurs géniteurs, ceux qui l'ont donné les premières notions du droit, et eux, ils sont toujours dans leur rôle d'universitaire et d'enseignant. Parce que quand nous nous sommes fait une idéologie, quand nous avons, à travers nos travaux de recherche, faire des documents, nous avons soutenu des thèses sur des sujets donnés, des thématiques, et c'est devenu comme une religion que nous enseignons chaque année à des apprenants, et qu'en réalité, dans la pratique, il y a un écart, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de leur responsabilité de s'asseoir pour dire, mais ce n'est pas ce que nous avions enseigné dans nos universités. Ce n'est pas sur ce principe-là que nous les avons évalués et reconnus aptes à exercer ce métier. Et c'est de leur droit. C'est vrai que le bâtonnier n'a pas encore réagi, mais je pense que... Mais est-ce qu'il y a matière de dénoncer ou de fustiger le silence de l'ordre des avocats, puisqu'il faut l'application de la loi avant donc de trouver les failles pour donc apprécier ce qui a été fait. Si ce n'est pas la célérité avec laquelle cette loi a été votée, conformée à la Constitution et promulguée presque dans un court délai, les spécialistes du droit auront eu le temps de se pencher. Et qu'est-ce qui se fait en matière de création de droit ou de cours de loi? On évite les spécialistes de la chose, ceux qui sont du domaine. On doit pouvoir avoir l'expertise et chercher à savoir qu'est-ce qui se fait dans ce domaine si nous voulons avoir des lois fiables, des lois qui carrément nous parleront de développement, qui vont nous amener à une liberté, à une application du droit dans les normes, dans ces normes de façon internationale. Si ça n'a pas été fait, oui, compte tenu de la célérité des tonnes de lois qui ont été votées en même temps, sans qu'on s'imprègne réellement du contenu pour voir les difficultés dans son application, c'est au moment de l'application qu'on se rend compte en réalité des vraies raisons qui sous-tendent la création de cette cour, les lois, les articles qui constituent cette loi qui crée la créette. Donc, en tant qu'avocat, vous vous dites, mais moi je suis avocat, il n'est même plus possible de représenter un client. Il n'est plus possible parce qu'il dénonce l'accès équitable au procès qui est un droit fondamental. Et surtout, le principe universel du droit qui dit qu'on ne peut juger une personne une seule fois pour un même fait. Donc, quand vous êtes dans cette corporation, vous vous dites alors mon métier d'avocat, ça pose problème. D'accord, nous allons y revenir, mais Vigile Avancé, il y a des avocats qui s'inquiètent visiblement. On pourrait se demander, mais où est-ce qu'ils étaient quand la loi était votée, promulguée et puis mise en application? Non, où est-ce qu'ils étaient... Ils pouvaient anticiper. Oui, vous-même, je vous rappelle que cette loi-là a été votée à 2h du matin par 15 députés.
2 heures du matin, c'est l'heure à laquelle le voleur va dans les maisons, par exemple, pour opérer. Je n'invente rien, ça c'est connu. Donc on ne fait rien de propre à l'heure là, à 2 heures, tout le monde dort. Les gens normaux dorment. Donc si on a voté une telle loi, vous comprenez que... Les gens qui travaillent à 2 heures du matin. Oui, mais ils sont combien? Ça c'est les gardiens. Bon, voilà, ça, c'est dans les hôpitaux. Il faut reconnaître qu'il y a des exceptions. Mais ne me posez pas l'exception comme la règle, Richard, laissez-moi. Est-ce que c'est vrai que 2 heures là, c'est pas l'heure où on fait les choses correctes? On est d'accord? C'est pas la règle. Alphonse me souvient. Donc voilà, si c'était une loi propre, si c'était quelque chose de sérieux, si c'était, vous voyez, une loi qui devrait, n'est-ce pas, être votée pour le bien de la société, on l'aurait voté normalement, comme les autres, quoi. On ne vote pas avec 15 députés. De tous les députés. On ne vote pas quand on attend que tout le monde aille dormir. Il y a beaucoup de députés qui ont donné leur caution. On vous a parlé de 15 députés. Je ne sais même pas pourquoi. C'est quoi votre problème? Allez-y. Parce que vous ne comptez pas parmi les 15 députés. Vous allez constater qu'on ne dira pas que c'est 15 députés qui ont voté. Il y a par le quorum. On vous dira que 15 députés ne votent pas. Mais lorsque des députés... je parle des faits. Bon, d'accord. Lorsque des députés... Mais laissez aller au bout de sa pensée. Mais c'est justement... Non, moi, je ne sais même plus là où j'en suis. Voilà. C'est lui qui me permet. Okay. Donc, 15 députés ont voté nuitamment. À 2 heures. À 2 heures. Oui. Le reste, vous savez, 2 heures du matin. Donc, c'est pour vous dire que on peut avoir cette excuse-là. Les avocats peuvent avoir l'excuse, n'est-ce pas, de ne s'être pas imprégné des choses à temps. Je suis d'accord avec vous quelque part que il fallait, n'est-ce pas, faire cette veille-là en amont. Mais vous savez également à l'Assemblée nationale, depuis un certain temps, notamment avec cette législature, comment les lois sont votées. Les lois des propositions sont même cachées. Pour certaines propositions de loi sont cachées, je vous dis. Et celle-là, par exemple, nous sommes quand même dans les médias. Il n'a pas eu cette veille-là par rapport à cette loi. Et on n'en a pas entendu parler. Est-ce que c'est normal pour une loi de telle ampleur, d'une si grande dangerosité, qu'elle puisse être votée en catimini comme ça, là, qu'il n'y ait pas eu un débat. N'oubliez pas que depuis 28 ans, nous sommes quand même en démocratie. Et que la démocratie a laissé des pratiques. Quand c'est des sujets sérieux comme ça, qui doivent engager l'intérêt général jusqu'à un certain niveau, on en débat. Des sociétés évoluées, c'est comme ça se passe. N'est-ce pas? Et puis, donc, le monstre est né à 2 heures du matin et trouble la société. Non, c'est vrai. Vous trouvez les mots justes. Mais est-ce que j'ai inventé quelque chose? Non, pourquoi vous avez amené le sujet? Pourquoi les avocats s'imprègnent? Le bâtonnier n'a rien dit. Les avocats n'ont pas encore dit que c'est un monstre. Ils n'ont pas dit. Nous voulons débattre du sujet. Mais si c'était normal, pourquoi? Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils peuvent aller manger de l'arachide dans leur bureau, ils n'ont rien à faire. S'ils sont obligés de dire, bon, c'est parce que c'est une préoccupation. Tout le monde en parle. Mais c'est ça. C'est ça. Vous voyez, je vais vous dire ceci. Vous êtes dans votre rôle, vous ne finissez pas de m'arrêter. Mais ça participe aussi de la correction. Au moins, on peut en parler, n'est-ce pas? On peut en parler. Mais si les autres peuvent faire, mais laissez-nous au moins en parler aussi. Oui, mais ce que les avocats disent, ils disent que l'ordre des avocats a gardé le silence jusqu'à cette heure-ci. Mais justement, ils dénoncent le bâtonnier. Justement. Et bien, ils dénoncent le bâtonnier. Il s'agit de quoi, en fait? Lili l'a dit. Il s'agit déjà de l'exercice du métier de l'avocat. C'est aussi simple. Hein? Il n'a pas assez de procès. C'est-à-dire, on dit... quoi? Refus criard. Non, attends. on dit qu'il n'y a pas de recours. Oui. La criette juge en première et dernière instance. Ressort, pardon. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les avocats ne peuvent pas aller au-delà, c'est-à-dire les avocats ne peuvent pas prolonger le marché. C'est clair, hein? D'ailleurs, les interlocuteurs des avocats s'appellent les clients. Qui dit client parle de marché. Vous êtes d'accord? Donc c'est le métier d'avocat même qui est menacé. Il a moins d'argent parce que ça ne peut pas se poursuivre. Le procès ne se poursuit pas, donc il n'a pas l'occasion de défendre, d'aller encore chercher plus d'argent au niveau de l'appel. Autrement dit, vous donc c'est le métier même d'avocat qui est
menacé. C'est dit que ces avocats, en réalité, ils défendent leur job. Hein. Non, c'est clair. Je ne sais pas ce qui a plus pesé, mais il y a que ils défendent leur job. Et je connais l'ordre national des avocats, on les a vus, hein, on a vu l'ordre du moins sur d'autres combats. Je me rappelle en 2010, ils avaient envoyé cette lettre-là qui m'est restée en tête où ils appelaient, n'est-ce pas, aux assises nationales. Et oui, ils l'avaient dit, eux-mêmes, ils avaient dit, l'ordre de ce temps-là, en 2010, appelait, au vu de la situation, au vu du contexte socio-politique de l'époque, appelait, n'est-ce pas, aux assises nationales. Donc, on a vu l'ordre, c'est dans la tradition de l'ordre. Mais sans ça, c'est l'ordre. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit du droit ici. Tout le monde n'est pas juriste. Chacun a son rôle dans la société. C'est le nôtre que nous jouons ici. Chacun a son rôle dans la société. C'est eux les praticiens du droit. C'est eux qui savent comment les choses se font. Vous avez vu notre invité dimanche passé. Il a dit, voilà, c'est des normes internationales. C'est comme ça que les choses se passent. Au vu des textes, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau africain, que ce soit au niveau international. Donc, vous pouvez chercher, n'est-ce pas, à aider, vous pouvez chercher à contourner les choses, mais vous ne sortez pas de ce cadre-là. Quand vous sortez de cela, c'est l'extraordinaire. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle parce que vous n'êtes pas un bon technicien, vous avez rompu tous les rangs. Vous voyez? Donc c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'ordre, mais il a un autre grand silence. Il a un autre grand silence. La magistrature. Mais la magistrature, l'UNAMAB est passé où? On a l'impression que oui, Michel Adjaka est parti, il a fini, et puis l'UNAMAB est fini. Mais c'est des combats également. Heureusement que l'ordre, enfin, ces avocats-là sont venus. Entre-temps, le conseil de la magistrature également a été revu. Donc c'est pourquoi l'UNAMAB s'est tué. Mais même ça également, moi bon, enfin, je sais pas. Alphonse Moïsoudé, des avocats qui défendent finalement leur job, on pourrait dire, mais est-ce que c'est pas un peu tard? Vous savez, moi je me suis amusé à lire l'interview de Ulrich Togbono, qui en réalité dans la première partie, je suis d'accord avec lui. Toutes les dérives qui entourent cette loi relèvent de la responsabilité des députés. Et j'ai toujours dit, quand vous êtes député, vous êtes appelé à avoir un cabinet, vous avez des ressources pour animer votre cabinet. Et quand vous avez une loi pareille qui tombe, que ce soit proposition ou projet de loi qui tombe sur votre bureau, là, le premier réflexe, c'est d'appeler des spécialistes pour qu'on vous dise ce qui doit être fait. Au-delà de cela, à l'Assemblée nationale, nous avons des avocats, nous avons des magistrats, nous avons des spécialistes du droit. Ils peuvent dire donc que c'est des spécialistes qui ont proposé le test. Écoutez, mais ces spécialistes ne sont pas allés dans le sens du droit. Parce qu'une loi qui vient d'être votée il n'y a pas longtemps, qui suscite tant de polémiques. Tant de polémiques. Et j'ai dit ici la dernière fois, le drame, c'est le silence des sachants. C'est le silence des sachants. Parce qu'il y a des gens dans la société. La société a organisé, stratifié. Chacun a son rôle. Quand on parle de droit, il y a des spécialistes, il y a les avocats, il y a les magistrats, il y a les professeurs d'université. Donc on devrait quand même, si tant est qu'on a voulu utiliser la criette comme un instrument pour faire du bien, un instrument pour dire le droit, on aurait pu associer le maximum de sachants. Rien ne pressait pour qu'on aille à la va-vite, rien ne pressait, on pouvait prendre le temps qu'il faut pour mettre en place ce dispositif-là. Mais on est allé à la va-vite. Parce qu'on a des intentions inavouées derrière la création de la criette. Et dès les premières interventions de la criette, on a déjà vu les failles. Vous ne pouvez pas, au-delà de leur job, tout justiciable a droit à une défense. On doit juger les personnes de façon équitable. On ne peut pas me dire, écoutez, c'est la même instance qui tranche en premier, dernier au sort. C'est pas possible. Donc on dit tout coupable, ou bien présumé coupable, en tout cas, qui se présente devant une juridiction, a droit à une défense
au-delà du job, il y a quand même qu'on veut qu'il y ait une justice équitable pour tous. Donc quand je sais que là où je vais, il n'y a personne pour me défendre, alors écoutez, c'est que... il y a mal donne. Il y a mal donne. Et je suis d'accord avec l'avocat. Les avocats, maintenant il revient à l'ordre, il revient au bâtonnier de prendre ses responsabilités. Il revient au bâtonnier de prendre ses responsabilités en écoutant ses collègues, c'est-à-dire de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire pour qu'on en débatte. Parce que cette loi peut être corrigée. Maintenant, si tout le monde se tait, si les avocats se taisent, si les magistrats se taisent, si les professeurs de droit à l'université se taisent, on dit, ok, on va laisser faire. Au moment où on va se réveiller pour vouloir corriger, ce serait déjà trop tard, parce que beaucoup d'âmes innocentes se seraient retrouvées en prison. Donc c'est maintenant. Et le procureur, je dis, qu'on appelle Richard, donc l'a dit, il dit, au lieu que les gens montent au créneau, fassent des audios sur les réseaux sociaux, c'est des cris, il faut agir. Parce que lui, sa responsabilité, ce n'est pas lui qui a créé la loi. La loi a été votée, la loi a instauré la criette et ils ont pris service et ils ont commencé par mettre en application la loi. Qui a été voté. Ce qui a été voté après avoir élaboré le manuel de procédure. Donc ça veut dire que les erreurs sont inhérentes à la loi votée pour instaurer la criette. Donc il revient à chaque spécialiste. Tout à l'heure, Vigila a parlé de l'UNAMAB. On a vu l'UNAMAB dans ce pays qui... avec Michel Adjaka notamment. Écoutez, est-ce qu'on va me dire que la force de l'UNAMAB était liée à la personnalité, à la personnalité et à la personne de Adjaka, et qu'aujourd'hui que Adjaka est parti, l'UNAMAB a disparu? Non, ça ne devrait pas être cela. Ça veut dire quoi? L'UNAMAB devait sortir de son sommeil et dit, par rapport à la criette, la loi, vous allez étudier la loi du premier article jusqu'au dernier. Et vous allez relever les incongruités qui se trouvent dans cette loi. C'est que si vous vous taisez, vous avez donné votre caution morale. Vous avez fait preuve d'une complicité passive. Parce que quand vous lisez une loi comme ça, vous êtes homme de droit, vous lisez une loi qui a des failles, vous avez la responsabilité morale de dénoncer les failles. Quel que soit le côté, est-ce que vous êtes du côté du pouvoir ou bien de l'autre côté, mais le devoir intellectuel vous demande de corriger et de rendre perfectible une loi qui est en train d'être appliquée. Et au fur et à mesure que le temps évolue, on voit les failles. On ne peut pas se taire. Parce qu'on se taire, j'ai dit tout le monde ici, il y a des gens qui pensent que on a instauré la criette contre d'autres personnes. Ils peuvent se retrouver un beau matin devant cette même criette qui va les écraser. Cette criette que vous avez participé à installer peut vous écraser. Donc il est temps maintenant que la réflexion s'instaure au niveau de toutes les structures. Nous déjà au niveau de la presse, on en parle, on fait notre devoir. Il revient au bâtonnier de faire son devoir. Il revient au président de l'UNAMAB de faire son devoir. Il revient aux professeurs de droit, ceux qui sont à la FADESP, de se retrouver peut-être en séminaire et de décortiquer cette loi-là et de nous dire. Parce que ça peut servir de cas pratique. On dit non aux étudiants, on peut dire voilà, et que désormais si vous finissez votre formation, vous vous retrouvez dans ces instances-là, ne participez pas à élaborer des lois bancales. Nelly Dogenou, si effectivement le bâtonnier de l'ordre des avocats convoquait cette assemblée générale, qu'est-ce qu'on peut attendre? Quel est le résultat qu'on peut attendre d'une telle rencontre? Ou qu'est-ce que les avocats veulent concrètement en demandant qu'on convoque une assemblée extraordinaire? Est-ce que c'est pour dire, écoutez, nous dénonçons la criette? Non, je ne pense pas. D'abord, rassurez-vous, hein, la grande partie ou la majorité de ces avocats sont des universitaires. Et la réflexion va se faire article par article. Parce qu'il y a des dispositions de cette loi qui ne répondent à rien en matière du respect des droits de l'homme. Parce que quand on dit qu'une juridiction juge en premier et dernier ressort, c'est que nous remontons au temps d'Hitler, où nous sommes dans une crise. Non, c'est une vérité. Nous sommes dans une crise. Vous avez... Non. Nous sommes dans une crise. Nous sommes dans une guerre. Des actes, on les réprime. Et puis ça passe à autre chose. Mais il y a ce qu'on appelle les erreurs judiciaires. Il y a un livre qui a été édicté pour ça. C'est un livre d'un avocat. C'est un vieux document de 1926. Je crois que c'est Claude Floriot. Les erreurs... Un livre rouge. Oui. Je l'ai lu aussi.
Ben, les papiers sont vraiment... les feuilles de ce livre ont déjà jauni. Juste pour vous dire, quelqu'un qui a eu la pratique pendant 50 ans de sa vie du barreau français vous raconte les erreurs judiciaires. Il y a des histoires célèbres. Le cas de Dreyfus, oui. Le pulver rouge, autant de dossiers. Vous pouvez partir de faux témoignages et rendre un bon verdict. Ou vous partez des témoignages pour rendre un mauvais. Il y a ce qu'on appelle les erreurs judiciaires et que vous pouvez corriger. Pourquoi dans notre système juridique, il y a le double degré de juridiction? C'est pour permettre de corriger ça. On ne sait jamais si en première instance, c'est-à-dire le tribunal, dans son jugement, a fait une erreur. Et on fait appel, une erreur du moins c'est. Et on fait appel pour corriger. Le juge, au niveau de la cour d'appel, vérifie si les articles qu'on vous a... Voit le dispositif, confirme ou infirme. Dit soit, le juge a rendu un bon verdict en se basant sur ces articles, les dispositifs, ou soit ce n'est pas le cas, et renvoie à nouveau. Donc, ce n'est pas... Et vous, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes encore en mesure d'aller au niveau de la Cour suprême. Donc, il y a toutes ces possibilités-là à un justiciable ou bien à un inculpé. Parfois, c'est un coup à la Cour suprême qu'on finit par vous donner raison. C'est ça. Je prends le cas du quotidien Le Béninois libéré, même si ce n'est pas au pénal. Du tribunal de Cotonou, on est allé à la Cour d'appel. Il a fallu la Cour suprême pour lui donner raison et l'établir dans ses droits. Mais dans le cas de la criette, c'est que vous n'avez pas cette possibilité-là. Il n'y a plus de recours. C'est une décision rendue. On vous condamne à des peines incompressibles. C'est-à-dire qu'on vous donne 20 ans, vous faites 20 ans. Moi, ce qui m'écoeure, c'est que la justice n'est pas que répression. La justice anoblit également. La justice participe à la réinsertion des individus, des petits-enfants, des jeunes garçons de 15 ans, de 20 ans, des gens qui ont eu des erreurs de jeunesse. Je ne dédouane personne. Mais vous les condamnez à 20 ans, 15 ans. C'est-à-dire, vous... Or, on pouvait faire autrement. Les récupérer, les rééduquer. Ce n'est pas pour rien la condamnation à suicide. Donc, moi, je pense que le rôle de l'avocat, l'exercice même de cette fonction est mis à mal. Si vous n'êtes plus en mesure de défendre votre client, imaginez l'avocat. Par exemple, quand je prends le cas de Korogodé, l'avocat avait soulevé l'exception des compétences devant ce juge parce qu'il n'était pas incompétent, il n'était pas compétent territorialement. Ce sont les armes. Mais dans ce cas, on a pris ce dossier, on s'est déclaré. Le métier même de l'avocat, ça a un problème. Le métier de l'avocat. Parce que son rôle, c'est de défendre son client sur la base des articles des lois. De représenter son client. Et si les premiers pas qu'il peut faire, vous le lui interdisez. Vous le lui interdisez ça, comment il peut faire son travail? Il peut pas. Vigile l'a dit tout à l'heure. Au-delà du droit, au-delà des tests, il y a la vie professionnelle. L'avocat n'a que des clients. Et il vit, c'est un métier libéral, il n'est pas fonctionnaire de l'État. C'est un métier libéral et à la fin de l'exercice, il va payer des impôts à l'État. Donc, oui, c'est ça. C'est un métier libéral. Je suis d'accord. Donc, si vous ne nous permettez pas d'essayer de faire notre travail, qu'on ait la clientèle qu'on veut, pour faire notre travail, nous demandez... Vous allez donc payer les impôts et autres. Il y a aussi ça. Vigile avancé. Non, moi je pense que ce dont on parle, c'est élémentaire, très élémentaire, de mon point de vue. La criette, elle est née hier. Je lui reproche pas ça, il faut naître un jour. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des insuffisances qu'on corrige avec le temps. Exactement, voilà. Exactement. La criette, mais bon, ceux qui composent aujourd'hui, les juges qui composent aujourd'hui la criette,
disons, ils n'ont peut-être pas choisi, c'est pas eux qui ont initié la loi, encore une fois. Donc, ils sont dans l'administration judiciaire, on les a affectés là-bas. Mettons, d'accord. Mais on ne nous a pas dit qu'ils ont passé un concours, comment on dit, d'infaillibilité. Ils n'ont pas passé un concours d'infaillibilité, c'est-à-dire, on ne nous a pas dit que, voilà, les juges qui ne se trompent jamais dans le pays. Ils sont susceptibles de c'est eux qui sont à la criette. Si on avait ça, si on avait ce certificat de Dieu, bon, on est rassuré, n'est-ce pas, que eux ne se trompent pas. Mais voilà qu'on nous dit qu'il a un tel certificat d'infaillibilité à la criette. Mais c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Si vous, il aurait Châtineau, le jour où la criette, je donne juste un exemple, est en train de connaître de votre cas. Si c'est à cause de vos infos décalées. À cause, enfin, je sais pas, la criette, c'est pas de sa compétence. Voilà. Bon, on parle ici de crimes économiques, on parle de terrorisme et autres. De quoi vous défendez-vous? J'ai juste donné un exemple, non? Donc, la criette connaît de votre cas. Et que ce jour-là, c'est le diable qui est en train de passer. Donc, pourquoi vous voyez le diable? Non, vous, je sais que vous êtes chrétien, mais c'est juste un exemple encore une fois. Donc, c'est le diable qui passe. Vous avez, mettons, 20 ans de prison. Point. Les juges se sont trompés parce que le diable passait, il les a distraits. On vous a donné 20 ans par erreur. Mais il n'a aucune essence pour connaître de ça. Ça veut dire que vous êtes fichu parce que vous êtes allé là-bas le mauvais jour. 20 ans. Alors que, bon, c'est un juge, ils peuvent se tromper. Ils se sont trompés, mais comme la loi dit, 20 ans de prison, ferme. On ferme la parenthèse. Mais c'est pas démocratique, c'est pas l'état de droit, ça. Ce n'est pas l'état de droit. Voilà ce dont on parle. Donc moi, je pense que même les juges à la criette, et peut-être eux, plus que leurs autres collègues des autres tribunaux, plus que les avocats aujourd'hui, devraient pouvoir faire ce combat-là de souligner les insuffisances de cette loi, puisque c'est eux qui l'appliquent. C'est eux qui appliquent la loi de la criette, sur la criette. Et c'est eux qui sont sur la sellette à tort ou à raison. Donc c'est eux qui peuvent aider à la chose. On ne dit pas de venir, d'aller publiquement, voilà, dire oui, non, effectivement, vous avez raison. D'ailleurs, quand vous avez lu l'interview accordée par le procureur spécial à nos confrères de la Nation, Ademi Mo, il a tout dit. Mais si votre chose est comme ça, c'est pas notre faute. Nous sommes là pour appliquer, c'est ça le rôle traditionnel du magistrat. Donc nous appliquons. Et il n'a pas tort. Moi, j'ai toujours dit ici que la criette, c'est le bébé du BMP et qu'il faut repartir. Nous condamnons la criette, il faut condamner aussi les députés BMP. Parce que la mission d'un député, ce n'est pas, n'est-ce pas, de comploter contre le peuple. Au contraire. Donc, c'est visiblement ce dont il est question aujourd'hui. Supposons que tout le monde s'est trompé, la loi a été votée à 2h du matin, à 2h, vous comprenez que les facultés commencent à faiblir et que c'est peut-être ça qui nous a amenés là. Mais il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye et qu'on revoie les choses. Moi, je pense que il ne faudra pas compter des milliers de victimes, n'est-ce pas, de la criette avant de prendre conscience. Donc, c'est en cela qu'il faut saluer, n'est-ce pas, cette lettre-là, de ces avocats-là, et souhaiter que le bâtonnier se réveille très tôt, parce que, vous voyez, moi, je n'ai pas compris, moi non plus. Depuis un certain temps, on a entendu le bâtonnier sur beaucoup de choses. Il n'a jamais réagi. Il ne réagit pas comme l'UNAMAB. Non, mais il est également dans son rôle. Non, lui, moins. L'UNAMAB, je peux comprendre. D'abord, c'est des fonctionnaires de l'État. Et l'UNAMAB, le contexte avec Michel Adiaka n'est plus tout à fait le même. Si vous avez suivi bien les choses, il a comme un démantèlement. On a été au laboratoire et vous avez l'impression qu'on a programmé, n'est-ce pas, le démantèlement de l'UNAMAB, l'affaiblissement tout au moins de l'UNAMAB. On leur a d'abord retiré le droit de grève. Oui. Ça, c'était un outil qu'utilisait Michel Adiaka plus que jamais, vous le saviez. Et donc, on leur a retiré le droit de grève, ils sont devenus édentés, et puis on est remonté au Conseil supérieur de la magistrature. On a envoyé des éléments à l'OGM.
halogènes, comme ils disent, susceptibles, n'est-ce pas, d'entamer la carrière des magistrats, des juges, susceptibles, n'est-ce pas, de briser la carrière des juges. Mais écoutez, quand vous êtes soldat, bon soldat que vous êtes, vous n'allez pas au front pour mourir. Vous allez au front également pour entretenir votre famille, pour revenir le soir à la maison peut-être, et pouvoir faire des bisous aussi à vos enfants. Donc les magistrats, c'est pareil, ils ne sont pas des matières gratuits non plus. Donc le contexte est tel que, oui, l'UNAMAB, on lui a enlevé des armes, mais effectivement, au-delà de ces armes-là, ce silence est trop lourd. Et comme vous avez dit, vous avez posé la question tout à l'heure, où est-ce qu'ils étaient quand on enlevait ces armes-là aussi? Parce que c'est également ça. Vous savez, il a comme une torpeur où bon, le contexte a subi, et après ça s'accumule, on dit, ah bon, on en est déjà arrivé là. Et voilà. Et pourtant c'est vrai. Oui, et pourtant c'est vrai. Alors, et pourtant ça s'aggrave. Alphonse Moïse Soudé, ça s'aggrave. Est-ce que, avec toutes ces dénonciations, est-ce que le BMP qui quand même a donné naissance à ce bébé, à cette bon, la criette a donné bon, c'est la cour, j'appelle, donc a donné naissance à cette cour-là, est-ce qu'il n'est pas temps que les députés, ceux qui connaissent tout au moins la loi, puissent dire, nous reprenons le dossier, nous allons réétudier le dossier pour voir si nous-mêmes nous allons porter des amendements avant que l'ordre des avocats ne convoque sa session extraordinaire? Vous parlez de droit, mais moi je parle d'intérêt politique. Les intérêts politiques ne font pas forcément bon ménage avec le droit. Avec le droit, c'est pas possible. Par conséquent, les choses peuvent demeurer ainsi, les choses peuvent aller mal en pire. J'ai tout à l'heure dit qu'est-ce qui urgeait pour qu'on aille voter une loi nuitamment avec 15 députés sur 83. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Vigile. Il y a des députés qui ont voté par procuration. Donc, il y avait des procurations. Donc, quand vous dites 15 personnes, il peut y avoir 15 députés. Vous savez ce que c'est qu'une procuration? Non, Yuri, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une procuration? Alphonse, une procuration, c'est un papier. Justement. Est-ce que le peuple a envoyé du papier à l'Assemblée? Arrêtez. Qui représente, d'accord? Non, vous savez, les députés sont en train de nous suivre. Et certainement, après introspection, ils ont compris qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Il n'est pas trop tard de corriger ces erreurs. Et j'ai dit, la sortie, ce courrier, cette correspondance des avocats qui attendent la réaction du bâtonnier, la sortie du professeur Wago sur nos radios qui a expliqué un certain nombre de choses, d'autres intellectuels qui sont en train de réfléchir. Il est temps. Parce que je dis, il faut toujours légiférer pour l'avenir. On ne taille pas des lois sur mesure. Parce que quand vous participez à tailler, je le dis, n'en déplaise à certaines personnes, quand vous participez à tailler des lois sur mesure, ça vous broie par la suite. Ça vous broie. Parce que j'ai dit, les députés du BMP, ce n'est pas évident qu'ils reviennent à la 8e législature. Ce n'est pas évident que ce n'est pas que tous reviennent. Voilà. Et il y a des gens qui peuvent être attravés par des crimes économiques qui vont passer devant le bébé qu'ils ont participé à accoucher. Non, c'est pas évident. C'est pas évident, vous permettez, tel que la politique se fait au Bénin, c'est pas évident. Vous les verrez encore côté de celui qui sera au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Non, je ne parle pas de les élections législatives, c'est bientôt là. Oui. Ce que Nelly dit, c'est que même après les élections législatives, ils peuvent ne pas se retrouver à l'Assemblée, mais ils seront toujours du côté du pouvoir. Je vais vous dire une vérité politique. Quand j'ai fini, l'homme politique, il vous utilise comme une chaussette. Quand j'ai fini d'utiliser une chaussette et que c'est trouvé devant, derrière, je vous jette à la poubelle. Ça veut dire quoi? Si on vous a instrumentalisé à un moment donné pour obtenir des lois, quand vous n'êtes plus député, vous n'avez plus aucune pression politique à exercer sur celui qui gère le pays. Donc, si vous aviez des casseroles, si vous aviez commis des crimes économiques et que celui qui dirige le pouvoir se donne comme slogan la corruption, je veux lutter contre la corruption, je veux lutter contre les crimes économiques. Une fois qu'il n'a plus besoin de vous, vous passez à la queue leu devant l'instance chargée de vous juger. Nous sommes sur un terrain politique. C'est quand on a besoin des gens qu'on sait les amadouer, qu'on sait être doux avec eux. Mais une fois qu'on vous a, si le régime en place, après les élections législatives, retrouve
de nouveaux députés et qui obtient sa majorité, ceux qui ne seraient pas élus et qui avaient des casseroles vont passer. C'est une évidence, ils le savent en leur fort intérieur, ils le savent. Donc le terrain politique va changer. Celui qui est sur le terrain politique, il est doux avec vous parce qu'il sait qu'il peut vous utiliser. Une fois qu'il n'a plus besoin de vous, il fait de vous ce qu'il veut. Donc je dis, ils ont encore quelques mois, ils ont encore des lois à voter, ils n'ont qu'à tenir compte du fait que quand on veut voter la loi, on associe le maximum de personnes. Si on avait en son temps associé les juristes, les spécialistes du droit, les sachants, pour prendre le temps qu'il faut, on ne serait pas en train de... Parce qu'aujourd'hui, le procureur spécial, il s'en lave les mains. Il s'en lave les mains. Ce n'est pas moi qui ai rédigé la loi sur la criette. Moi, je suis chargé d'appliquer la loi. Ah mais oui, donc là... C'est également, il est également, nous ne sommes pas venus pour donc parler une fois que la loi a été pendue, une fois que la loi a été votée, une fois que la loi a été promulguée, eux, ils sont chargés d'appliquer mais la ils loi. sont également des sachants de droit. Mais maintenant, vous voulez qu'ils disent quoi? Qu'ils disent que la loi... Il a tellement de lois mal faites qu'on exécute comme ça. Non, bien sûr. Oui, si on élabore ceux qui doivent élaborer la loi ont élaboré la loi. C'est passé au niveau de tous les prismes. On a dit c'est bon. On a dit que c'est conforme à la Constitution. Il faut appliquer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont là. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils sont obligés de l'appliquer. Donc il revient aux députés de dire après avoir pris du recul, les gars, on a commis des erreurs. Est-ce qu'il y a possibilité pour nous de revoir cette loi? Et là, on a le temps d'associer les spécialistes. Parce que c'est important. J'ai l'impression qu'on a légiféré pour le présent. On n'a pas pensé à l'avenir. On a voulu régler des problèmes de l'heure. On est en train de les régler. Mais est-ce que dans l'avenir, ça va nous arranger? Nelly Dodinou, une loi quand même promulguée, c'est tout un processus. C'est pas seulement l'Assemblée. Il y a la Cour constitutionnelle où il y a des magistrats de haut rang. Non. La Cour constitutionnelle telle qu'elle est constituée aujourd'hui, vous comprenez. Telle qu'elle est constituée aujourd'hui, vous donnez cette précision. Voilà. La Cour a manqué de faire son devoir de garant des droits et libertés. Parce que quand vous partez à des traités, quand vous partez à des conventions sur le droit de l'homme, sur le droit de la personne humaine, sur le respect de ci et de cela, vous l'intégrez dans votre arsenal juridique. Et en déclarant toutes les dispositions de cette loi conformes à la Constitution, d'abord, en été, nous avons violé le principe sacro-saint de ce que la personne est inviolable, de ce que la personne a un droit à l'opinion, de ce que la personne humaine a un droit de ce que même la personne a un droit à un procès équitable. Donc, en acceptant qu'on ait un instrument du genre dans notre arsenal juridique, c'est que la Cour elle-même a failli à ce niveau-là. Parce que une Cour qui juge en premier dernier ressort, en dehors du Sénégal, qui a fait son expérience avec la criée, je crois, bien sûr, oui, la criée, qui est en train de revenir. C'est pas parce qu'on veut régler un problème vraiment d'un enjeu de développement, mais parce qu'on veut régler un problème politique. C'est mon avis. Parce que si c'est pour régler un problème, peu importe, on tient compte toujours de la personne humaine. Malgré le crime que l'individu est fait ou, je sais pas, commis, l'humanité garde toujours un côté humain de l'être humain. Une personne qu'on peut encore récupérer. Quand vous suivez les grands hommes, ils ont commis des exactions, ils ont connu leur moment. Le monstre qui était en eux s'était réveillé. Mais ils ont eu aussi le temps de s'anoblir, de demander pardon et de vivre une vie de noble et d'exemple. Donc la Cour aussi, dans son rôle, a failli. Elle n'a pas tenu compte des conventions que le Bénin a ratifiées en matière du droit de l'homme, en matière du respect de l'individu, en matière du respect, même le principe sacré de ce que l'individu, une fois condamné pour un fait, ne peut plus être recondamné.
Cette cour, elle l'a méconnue. Deuxième étape, c'est la deuxième étape après le vote de la loi. Une loi qui est censée passer par la commission des lois. Une commission présidée par un juriste, qui plus a un universitaire. On n'a pas vu ces failles, mais la cour a confirmé. Et ça n'a pas fait quelques jours, c'est la nuit même, on a promulgué, le président de la République a promulgué. Dites-moi, les gens ont eu quel temps pour apprécier? C'est nous-mêmes, on crée notre pop tombe. Et aujourd'hui, nous sommes la risée. Je ne vous dis pas, hein, si vous avez des amis en Europe, vous avez le retour. Ils disent quoi? Des étudiants qui sont en droit de l'autre côté me disent, mais quand même, vous nous faites honte là. Même les principes élémentaires du droit, vous les ignorez chez vous. D'abord, nous sommes déjà victimes du racisme. Et nous arrivons à nous imposer grâce à notre intellectualisme, grâce aux efforts que nous faisons. Mais en matière de démocratie. Non, de leur propre travail. Et non seulement le vent de la démocratie béninoise nous accompagne, on nous traite autrement. Mais vous venez en rajouter. Allez sur les forats. Les grands hommes, ceux qui sont des spécialistes du droit, réagissent pour dire mais c'est pas possible. Et le Bénin doit se souvenir qu'on est venu de quelque part. Finalement, nous avons épuisé notre temps. Les deux Gino, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Alors, merci donc à vous. Merci également à Vigile Avancé. Merci à Alphonse Moïsoudé. Les écureuils ont gagné. Nous avons 7 points. Mesdames et messieurs, bonne fête chez vous. Apparemment, vous avez prévu un bon repas si les écureuils gagnaient. Ah oui, je sais que à la maison, la famille regarde le match avant que je ne sorte. Mohamed Léamidi est à la mise en onde. Bonsoir chez vous.